L'évolution de l'espèce humaine, pour en arriver à notre humanité, est longue. Elle se déroule sur plusieurs millions d'années. Il faut définir l'évolution. Pour faire simplement, l'évolution est une transformation, mais elle n'est pas une mutation vers une sorte de progrès évident, plutôt une sélection pour la survie. C'est-à-dire que ce sont les êtres les plus adaptés au milieu, ou du moins les moins mal adaptés, en raison de micro-caractéristiques, qui survivent mieux et se reproduisent. Donc, ils transmettent leurs infimes caractéristiques à leurs descendants, et ainsi de suite, pour un changement très très lent. D'après les paléontologues, nos ancêtres ont changé au fur et à mesure des changements climatiques. Il faut voir l'évolution comme un arbre généalogique géant, avec des branches qui évoluent en se scindant, d'autres qui s'arrêtent. Lorsque des espèces se placent sur des branches différentes, elles évolueront distinctement. Le concept d'évolution n'est pas accepté par tous, et notamment à cause d'un schéma qui a longtemps illustré les salles de classe et qui ferait descendre l'homme du singe chimpanzé. En fait, cette représentation est fausse, le chimpanzé étant lui-même le bout de sa propre chaîne d'évolution. Mais nous avons en commun des ancêtres, jusqu'à ce que nos histoires se séparent. Les sources dont on dispose pour retrouver l'arbre généalogique des primates ne reposent que sur les fossiles. Or, il demeure de nombreux manques pour réellement reconstituer l'arbre. Alors, jusqu'où faire remonter notre espèce ? L'espèce humaine appartient à la famille des primates. Les primates sont apparus il y a 60 millions d'années et notre genre humain il y a seulement 300 000 ans, peut-être un peu plus. Alors que s'est-il passé, quand, comment et pourquoi cela s'est-il produit ? Passons rapidement sur les premières et anciennes évolutions. Ces primates sont donc, on le rappelle, en Afrique tropicale, dans la forêt humide, il y a 60 millions d'années, une forêt avec des arbres à fleurs, et qui dit fleurs dit insectes pour polliniser, puis des arbres avec des fruits. Ils ont des aptitudes pour grimper et vivre en permanence dans les arbres, on dit qu'ils sont arboricoles. Originairement, les primates sont insectivores et ils deviennent aussi frugivores. Leurs yeux sont en façade du visage pour permettre une vision en 3D afin de sauter de branche en branche sans tomber. La vision est devenue en couleur pour mieux choisir les fruits mûrs. Ils sont à 4 pattes sur lesquelles on constate une opposabilité des doigts, des mains et des pieds, car leurs pieds sont des sortes de mains avec un pouce en opposition avec les autres doigts pour la saisie, l'accroche. Parallèlement, pour permettre le toucher, notamment, les griffes ont laissé place aux ongles. Nous sommes encore dans la grande famille des primates au sens large et ils se répartissent sur tous les continents. On pense que la famille des primates s'est d'abord séparée, notamment en 2 grandes branches. Une branche a donné les primates à museau, pourvus d'une truffe, dont une des évolutions actuelles est la famille des lémuriens. Une deuxième branche est celle des primates avec un nez. Vers 40 millions d'années, cette deuxième branche des primates avec un nez va à son tour se séparer entre les primates avec une queue et ceux sans queue, dont la colonne vertébrale s'arrête au coccyx. Vers 20 millions d'années, dans la branche des primates sans queue, de nouvelles séparations de grandes branches s'opèrent, écartant d'abord les gibbons, puis les grands singes, d'abord les orang-outans, puis les gorilles. La branche restante comporte encore les types pré-chimpanzés et pré-humains. Les branches se séparent avec le type australopithèque pour les pré-humains. C'est ici qu'il y a une zone d'ombre, car il manque cette séparation, l'ancêtre commun, aussi évoqué sous le nom de chaînon manquant, dont l'homme est l'une des branches de l'évolution. Vous l'aurez compris, on n'a pas retrouvé cet ancêtre commun, c'est pourquoi les datations et hypothèses sont fragiles, mais quand même établies à partir de preuves. On est probablement vers 10 millions d'années, c'est là qu'on cherche les ancêtres communs, cette souche préhumaine, la plus ancienne, avant qu'on se sépare de la branche des pré-chimpanzés, sans doute vers 8 millions d'années. Alors qu'est-ce qui sépare les préhumains puis humains des singes dits pré-chimpanzés ? Leur milieu naturel change. Sur les pourtours de la grande forêt tropicale humide centrafricaine, la forêt connaît un assèchement climatique et passe d'une forêt dense à une forêt intermédiaire, sur les contours seulement, avec des espaces de savane où on peut marcher. Face à ce changement climatique, ceux qui vont rester la famille des singes s'enfoncent dans la forêt et continuent à avoir un mode de vie uniquement arboricole. Ceux qui vont vers le genre préhumain sont ceux qui se dirigent vers ces espaces de forêt intermédiaires. Ils sont désormais parfois à terre, ils deviennent parfois bipèdes, en plus d'être encore arboricoles. Parfois ils marchent, parfois ils bondissent dans les arbres, mais de moins en moins bien. Être au sol modifie tout. D'abord le rapport à la prédation.
Au sol, ces préhumains sont plus vulnérables face aux prédateurs. Ils doivent se redresser et regarder au loin, développer la course et un cerveau pour réfléchir davantage à des stratégies de survie. Leur squelette change, la position de la tête portée au sommet de la colonne vertébrale permet un changement de forme de la boîte crânienne qui grossit en s'allongeant à l'arrière du crâne. La bipédie permanente et unique moyen de locomotion est le propre de l'homme. On pense que cette évolution résulte de la nécessité d'une moindre consommation d'énergie. En effet, un homme debout qui se déplace consomme moins d'énergie qu'un singe qui a besoin de se déplacer au sol. Le nouvel équilibre de la posture debout change les membres, les bras raccourcissent, les organes vitaux sont dans le tronc qui repose sur le bassin, les hanches. C'est sans doute vers 3 millions d'années que la famille humaine à proprement parler, le genre Homo, se sépare de celle des préhumains, type Australopithèque. Les Australopithèques sont certes bipèdes, mais le volume de leur cerveau les rapproche plus des singes que de nous. C'est donc à cette époque que le volume crânien, qui fait l'homme, apparaît. Mais pourquoi ? Eh bien sans doute en raison d'un nouveau changement climatique. L'Afrique en connaît beaucoup et ils ont façonné ses reliefs. Vers 3 millions d'années, le Groenland devient plus froid, se charge de glace. Par répercussion climatique, cela rend les tropiques, où sont les préhumains, plus secs. La forêt intermédiaire disparaît presque complètement, le paysage se découvre, laissant place à la steppe et à la savane. Les paléontologues remarquent que ce changement climatique a été brutal. Pour de nombreuses espèces animales et végétales, beaucoup ont disparu faute d'adaptation à ce coup de sécheresse. Comment les préhumains de type Australopithèque deviennent-ils les humains, c'est-à-dire le genre Homo ? Commençons par la nourriture. Dans ce nouveau climat plus rude, les fruits sont moins abondants. Il faut chasser. Ils deviennent à leur tour prédateurs, chasseurs et cueilleurs de nouveaux aliments dans ce nouveau milieu. C'est en étudiant les dents et la mâchoire qu'on se rend compte que l'alimentation se diversifie vers des aliments herbacés, des tubercules. On retrouve aussi les fossiles des petits animaux qu'ils ont chassés et mangés. Les humains deviennent omnivores, ce qui les caractérise. La posture. Ils sont désormais debout, en permanence. Leur bipédie est complète et leurs pieds ne sont plus des mains. Le torse libère la respiration et crée la forme du larynx qui permet le langage. Le cerveau se développe et se plisse davantage. Ils développent leur intelligence. Surtout, là où on retrouve des hommes, on retrouve des pierres taillées. L'homme taille la pierre. Ce premier homme, c'est Homo habilis ou l'homme habile, celui qui anticipe et prépare les outils. On l'a ainsi appelé car, en plus de son crâne, il a été retrouvé une main fossile, bien formée, où on voit bien le bout du pouce comme les nôtres, rond et charnu. Cette espèce humaine est éteinte et aurait vécu entre 2,5 et 1 million d'années. Il réfléchit, il se projette, il a même sans doute cette conscience de la mort qui peut entraîner des formes de spiritualité. Lorsque les fouilles donnent des fossiles et des pierres taillées, les paléontologues savent qu'ils sont en présence du genre humain. Mais en général, ce sont surtout les outils en silex qui sont retrouvés, car ils sont imputrescibles quand le squelette se décompose. Puis, le climat se fait à nouveau plus humide. Le Sahara, barrière naturelle infranchissable, est sans doute plus vert. Les humains peuvent le franchir. Puis, la sécheresse se poursuit sans doute, permettant le passage à pied de la Méditerranée, d'autant que le territoire de cet homme nouveau, un chasseur devenu omnivore, n'a plus vraiment de limite alimentaire imposée par son milieu. Il peut avancer vers de nouveaux territoires en suivant les animaux et les troupeaux. À partir de 2 millions d'années, voici venu le temps d'Homo ergaster puis Homo erectus, ce dernier disparaissant plus tardivement. Vers 2 millions d'années sans doute, ils sortent d'Afrique, ils sont en Asie, en Europe. Puis, plus tard, Homo antecessor, Homo heidelbergensis pour l'Europe. L'homme de Denisova est en Asie. Il y a d'autres espèces encore, et surtout, vers 500 000 ans, l'homme maîtrise le feu, et il est la seule espèce à savoir le faire. Au début du genre Homo, il y a plusieurs genres humains, mais essentiellement 2 tendances parmi tous les territoires qui voient apparaître l'homme. Certaines ont un homme plus trapu, avec des aptitudes physiques lui permettant la survie, mais pas de développement du cerveau. Et une autre tendance où le développement se trouve essentiellement dans les capacités du cerveau pour élaborer des stratégies. C'est cette famille humaine qui va perdurer pour donner Homo sapiens, lui aussi apparu en Afrique vers 300 000 ans.
le paléontologue français spécialiste de l'histoire d'Homo sapiens, et Jean-Jacques Hublin découvrira en 2017 des plus anciens fossiles de sapiens en Afrique du Nord. À son tour, Homo sapiens se déploie sur tous les continents. Il sort d'Afrique à pied comme ses prédécesseurs, qu'il rencontre pour certains, comme Néandertal en Europe ou Denisova en Asie, espèces qui ne sont pas encore éteintes. Il y a un métissage de ces populations. On sait aujourd'hui que toute l'espèce humaine actuelle hors d'Afrique possède des caractéristiques génétiques de Néandertal, certaines de Denisova également. En Afrique aussi, il y a des métissages de ces diverses humanités, mais on n'a pas encore identifié l'espèce avec laquelle cela s'est fait, et sans doute même plusieurs. Ce mélange des espèces humaines s'appelle hybridation. On peut en faire un palier d'évolution majeur qui sauve l'espèce, car les autres humanités s'éteignent et demeure sapiens, un homme qui est entré sans bruit, comme l'a écrit il y a un siècle Teilhard de Chardin, un des premiers grands paléontologues et philosophes français. Pourtant discret à son arrivée, il ne l'est pas resté. Sapiens devient l'unique conquérant de la Terre. De quelques centaines de milliers d'individus à ses débuts, il met 500 000 ans à atteindre le chiffre de 1 milliard. Il ne mettra que 200 ans à passer de 1 à 8 milliards. De l'avis des démographes, l'espèce humaine se porte bien en raison de cette croissance fulgurante.